pour moi être un homme aujourd'hui? Un homme, c'est Honnêtement, je me suis Être pas un homme, pour posé moi, la une question. personne qui a un sexe différent des c'est être femmes. une potentielle agression. Encore et toujours être en situation de Et puis à un privilège. moment, ils ont eu trop la liberté. Quand j'étais petit, c'était Zorro, c'était James C'est Bond. essayer d'être soi-même, essayer d'assumer qui C'est on d'abord est. être un humain, Tout ce qu'on nous apprend pas en tant qu'homme, justement. à la fois seul et relié. Je m'appelle Thomas Messias et vous écoutez Mansplaining, le podcast où on s'interroge sur les hommes, le genre, la société. Vous faites quoi, vous, quand l'actu vous plombe trop? Moi, en général, je prends rendez-vous pour me faire tatouer. Mais je ne recommande pas parce que ça fait cher la déprime. Sinon, je ressors un de mes films doudou, parmi ceux qui me font du bien et que je ne me lasse jamais de revoir. Récemment, c'est ce que j'ai fait avec Forrest Gump, de Robert Zemeckis. Un film qui ne me quitte pas depuis qu'en 1994, à l'âge de 10 ans, je me suis acheté la cassette vidéo avec mon argent de poche. Je ne sais pas si les plus jeunes qui m'écoutent connaissent ou ont vu ce film, sorti à la fin de l'année 1994, mais en résumé, c'est l'histoire d'un homme au QI inférieur à la moyenne, qui va vivre 1 milliard d'aventures inattendues, dont beaucoup sont liées à l'histoire de l'Amérique. Le film est l'adaptation d'un roman de Winston Groom, que j'ai lu des tas de fois quand j'étais ado, et qui est un bon complément, car il ne raconte pas les mêmes épisodes. Le livre nous parle en effet de son voyage dans l'espace, de sa participation à un tournage de film, mais aussi de sa rencontre avec un singe qui deviendra finalement son ami. Aujourd'hui, je vais me consacrer à la version ciné, et en fait, la question que je me suis posée en revoyant le film la dernière fois, et c'est bien pour ça que je vous en parle, c'est la suivante. Forrest Gump a-t-il joué un rôle dans la construction ou dans la déconstruction de ma propre masculinité? Pour le dire plus simplement, et si j'avais suivi inconsciemment les préceptes de vie du héros joué par Tom Hanks, moi qui affirme souvent que j'ai du mal à trouver des modèles masculins? J'avais 11 ans quand j'ai vu le film pour la première fois. Et l'une des choses qui m'ont immédiatement touché, c'est la personnalité hors norme de Forrest. Forrest, c'est certes un homme moins intelligent que la moyenne, en tout cas au sens classique du terme. Je veux vous montrer quelque chose, Madame Gump. Ici, c'est normal. Forrest est juste ici. L'État exige un QI minimum de 80 pour entrer à l'école publique, Madame Gump. Il faut qu'il aille dans une école spéciale. Il y sera très bien. Qu'est-ce que le mot normal veut dire? Enfin, il est possible que mon fils soit un peu lent. Mais mon petit Forrest aura exactement les mêmes chances que les autres enfants. Je ne le laisserai pas dans une école spéciale où on lui apprendra à réchapper les pneus. Mais c'est aussi et surtout un homme à l'intelligence émotionnelle plus développée que la moyenne. Et puis c'est un homme sincèrement bon, sans calcul, un homme qui fait attention aux gens et qui les respecte. Alors bien sûr, tout n'est pas parfait chez Forrest Gump, mais il est intéressant d'observer comment il interagit avec les autres, quel est son rapport au consentement et à autrui. Sa façon de se positionner dans la société fournit plusieurs cas d'études tout à fait passionnants et accessibles au plus grand nombre. Par exemple, en tout début de film, quand il se trouve sur son fameux banc avec sa boîte de chocolat, Forrest commence à raconter sa vie à une dame qu'on imagine infirmière ou aide-soignante et qui attend le bus elle aussi. Il l'aborde naturellement, sans malice, parce qu'il a envie de partager avec elle à la fois ses chocolats et son récit. Bonjour. Je m'appelle Forrest Gump. Vous voulez un chocolat? Je crois que je pourrais en manger 1,5 million. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Le cerveau de Forrest n'est pas câblé comme tous les autres. Alors il ne réalise pas forcément que son interlocutrice a probablement envie qu'on lui fiche la paix. Elle semble fatiguée par sa journée, voire par l'existence, mais ce type à côté d'elle continue à parler encore et encore. Ça, c'est une leçon à retenir pour beaucoup de personnes, surtout celles qui n'ont même pas l'excuse de la neuroatypie. Apprenez à déceler les réactions de vos interlocuteurs et interlocutrices. Vous souhaitez vous adresser à des inconnus pour parler de la pluie et du beau temps, ou pour leur raconter que vous avez fait le Vietnam? Il faut faire l'effort de se demander si la personne en face est en train de recevoir vos mots avec plaisir, si elle est plutôt en train de se forcer, ou si elle est carrément en train de vous montrer, par son absence de réponse ou par l'expression de son visage, qu'elle n'en a rien à faire. Alors, quel rapport avec les hommes et la masculinité, me direz-vous? Eh bien, quand c'est ma voisine de TGV, bavarde et âgée, qui décide de faire fi de mon casque anti-bruit et du roman dans lequel je suis plongé, parce qu'elle a trop envie de me raconter ses vacances à Corfou, c'est certes un peu pénible pour l'asocial que je suis, mais c'est sans grande conséquence.
En revanche, reconnaissez que la situation serait nettement différente si j'étais une jeune femme abordée de la même façon par un mec généralement 2 fois plus vieux qu'elle. Pourquoi ? Parce qu'il y a le poids des années et des mauvaises expériences. Peut-être que cet homme veut juste discuter un peu, mais peut-être, et c'est souvent ce qui se produit, que dans 3 phrases il va commenter votre physique ou vous demander votre 06, en n'acceptant pas forcément un refus. Forrest, lui, veut juste converser, voire monologuer. Et là, clairement, ce n'est pas un modèle à suivre, car il ne tient pas compte de ce que lui renvoie ou pas sa voisine de banc. Mais notons qu'au moins, il ne parle pas du physique de celle-ci, mais simplement de sa paire de baskets. Vos chaussures doivent être très confortables. Je pense qu'on peut marcher toute la journée dans des chaussures comme ça sans rien sentir. J'aimerais avoir des chaussures comme ça. J'ai mal aux pieds. Maman disait toujours qu'on peut savoir beaucoup de choses sur une personne en voyant ses chaussures. Où elle est allée, où elle va. J'ai porté des tas de chaussures. Autre cas d'école. Passionnément amoureux de Jenny, petite fille puis jeune femme au grand cœur, avec laquelle il vivra une relation fragmentée pendant des décennies, Forrest sera à plusieurs reprises le témoin de situations dans lesquelles Jenny est humiliée et ou violentée par des hommes. Ça commence par le père de celle-ci, dont on comprend sans mal qu'il s'agit d'un pédocriminel. Ça continue avec un étudiant qui ne respecte pas son consentement lors d'une relation sexuelle. Mais qu'est-ce que tu fais? Il te faisait du mal. Mais pas du tout. C'est ça. Va maintenant là-bas. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de dingue? Ne m'approche plus, toi. Non, attends une seconde. Ne m'approche plus jamais. Attends une seconde. Ça se poursuit sur scène quand Jenny, jouée par Robin Wright, chante pour des spectateurs plus intéressés par son corps que par sa voix, ou encore dans les locaux d'un groupe militant antiraciste, où l'énième illustration du fait que non, les militants de gauche ou d'extrême gauche ne sont pas les types merveilleusement déconstruits pour lesquels ils aiment souvent se faire passer. Forrest n'y va pas avec le dos de la cuillère. S'il constate qu'on fait du mal à Jenny, il fonce. Et il cogne. Jenny, elle, a tendance à lui dire de ne pas s'en mêler. Et ça c'est très intéressant parce que Forrest ne comprend pas. Et dans un premier temps, nous non plus. Pourquoi, quand elle est victime de violences, qu'elle soit sexiste ou sexuelle, Jenny ne veut-elle pas que Forrest intervienne? La réponse tient en 2 points. Tout d'abord, parce que Jenny, si elle a 100% conscience des violences masculines qu'elle subit, a intégré ces violences à son existence. Par résignation, ou par sidération, elle n'oppose qu'une réaction modérée face aux assauts en tout genre des hommes qui lui veulent du mal. Ce n'est pas qu'elle cautionne les agissements de ces hommes, c'est plutôt qu'elle se dit qu'elle vit dans un monde patriarcal et que ça fait partie de sa condition de femme que de subir ça au quotidien. Alors quand Forrest intervient, non seulement elle trouve ça vain, mais en plus elle peut craindre le retour de bâton de la part de ses agresseurs, vexés d'avoir été contestés dans leur domination. La deuxième explication, c'est que Jenny estime ne pas avoir besoin d'un chevalier blanc dans son existence, surtout si elle n'a rien demandé. À plusieurs reprises, Forrest déboule alors qu'elle ne savait même pas qu'il était dans les parages, et il colle une droite aux agresseurs. Or, quoi qu'elle subisse, Jenny préfère garder le contrôle de sa vie. Vous connaissez sans doute ce slogan féministe entendu à partir des années 1970, « Ne me libérez pas, je m'en charge ». Eh bien voilà, Jenny veut se débrouiller toute seule. Elle estime ne pas avoir besoin d'un homme qui se prend pour Superman et qui utilise la violence à l'encontre des hommes violents. Ce côté chevalier blanc, Forrest Gump ne l'exprime d'ailleurs pas qu'avec Jenny. Lorsqu'il combat pour l'armée américaine lors de la guerre du Vietnam, il n'écoute que son courage et son inconscience, et sauve de nombreux camarades touchés par des tirs ennemis, jusqu'à ce qu'il tombe sur le lieutenant Dan, ce supérieur qu'il considère comme un père de substitution. Le lieutenant Dan est en mauvaise posture, et ses jambes sont gravement touchées. Il estime être fait pour mourir à la guerre, comme tous ses ancêtres masculins, et il pense son heure venue, ce qu'il accepte très bien. Mais voilà Forrest qui le sauve in extremis, sans même lui demander son avis. Je peux pas laisser ma section! Je t'ai dit de me laisser ici, merde, Gum! Oublie-moi et essaie de sauver ta peau! T'entends ce que je te dis? Pose-moi par terre, nom de Dieu! Sauve tes fesses, crétin! Oh. Mais je t'ai pas demandé de me tirer de là, putain de merde! C'est un débat éthique quasiment sans fin. Forrest aurait-il dû écouter les suppliques du lieutenant et le laisser mourir au Vietnam? Amputé des 2 jambes, privé de la destinée héroïque à laquelle il s'était préparé, celui-ci commence par lui en vouloir très fort.
Tu m'as volé. J'avais un destin, je devais mourir au champ d'honneur, avec honneur. C'était mon destin. Et toi, tu m'as volé mon destin. Mais il finira par remercier Forrest de lui avoir porté secours, parce qu'après des années de galère, il parviendra à reprendre le dessus et à trouver le bonheur. Quelle que soit la personne en détresse qu'il croise, Forrest s'interpose. Cela fait de lui ce que les extrémistes de tous bords nommeraient volontiers un social justice warrior, celui qui s'autoproclame défenseur de la veuve et de l'orphelin, qui veut prendre part à tous les combats et défendre toutes les causes. Cela fait surtout de lui un allié parfois mal dégrossi, certes, mais un allié tout de même, quelqu'un qui, face à l'injustice ou au malheur, ne se contente pas de s'indigner, mais qui agit. Et puis je crois que Forrest Gump, c'est quelqu'un qui écoute vraiment ce qu'on lui dit et qui en tire des enseignements. J'en veux pour preuve cette scène déchirante, au cours de laquelle une Jenny devenue adulte retourne sur les lieux de son enfance et se met à caillasser symboliquement la maison de son père. Forrest l'accompagne dans cette démarche, mais il reste en retrait. Pourquoi t'as fait ça? Il la laisse dégommer elle-même sa maison pour mieux exorciser certains traumatismes. Il se rapproche juste au moment où Jenny, affaiblie, sent la terre se dérober sous ses pieds. Être un soutien, rester au second plan mais être disponible quand on a besoin de lui, garder pour soi sa propre violence, à ce moment, on se dit que Forrest a compris comment être un allié et qu'on ne devrait vraiment pas hésiter à nous inspirer de lui. En matière d'extériorisation des sentiments, Forrest Gump a aussi pas mal de leçons à nous apprendre. Son côté sans filtre le transforme parfois en roi de la gaffe, mais dans l'intimité, c'est véritablement un point fort. Par exemple, il n'hésite pas à exprimer ce qu'il ressent pour Jenny, que ce soit auprès des inconnus qu'il rencontre ou en face à face avec elle. Tu veux m'épouser? Je ferai un très bon mari, Jenny. J'en suis sûre, Forrest. Mais tu veux pas m'épouser. Faut mieux pas que tu m'épouses. Pourquoi tu m'aimes pas, Jenny? Je sais bien que je suis pas très malin. Mais je sais ce qu'est l'amour. Et vers la fin, même endeuillé, Forrest continue à s'exprimer, en racontant simplement comment il s'y prend, mais sans jamais chercher à ce qu'on lui file une médaille. Oui car, pardon pour le spoiler, mais le film est quand même sorti il y a 29 ans, Forrest Gump a un fils qui porte le même nom que lui, et il lui transmet 1000 choses. Son goût du ping-pong, certes, mais aussi sa conception de la vie. L'importance de respecter tous les êtres, quels qu'ils soient, de leur montrer ce respect et d'être à leur écoute. Et puis on parle quand même d'un homme qui aurait pu se contenter d'être un champion de football américain, ou de ping-pong, ou encore le roi super friqué de la vente de crevettes, mais qui a préféré se transformer en père au foyer, histoire de voir son enfant grandir, d'être là pour lui à tout moment, et de regarder la vie défiler avec un émerveillement sans cesse renouvelé. Moi, c'est bien simple, la dernière demi-heure de Forrest Gump me bouleverse à chaque fois. Je ne vais pas vous dire que je pleure à chaque visionnage, parce que mes conduits lacrymaux sont parfois un peu bouchés, mais à l'intérieur, je suis submergé tout pareil. Ça va bientôt faire 3 décennies que ça dure. Que cet être pur, bon, pas tout à fait adapté au monde extérieur, et certes extrêmement chanceux, me donne le sourire à chaque fois que j'y pense. J'ai bientôt 40 ans, et je viens seulement de réaliser qu'il avait sans doute donné un certain nombre de directions à mon existence. Et que si je suis clairement moins pur, moins bon, moins doué que lui, je lui dois sans nul doute quelques-unes de mes qualités les plus importantes. Je me dis même que ce n'est pas tout à fait un hasard si, depuis un paquet de mois, je me suis mis à courir, encore et encore, pas autant que Forrest, mais pour les mêmes raisons que lui. Pour la 4e fois dans son voyage à travers l'Amérique, Forrest Gump, le jardinier de Greenbow en Alabama, va franchir à nouveau le Mississippi dans la journée. C'est pas possible. Pourquoi Forrest, courez-vous, monsieur? Pourquoi vous courez? Vous faites ça pour la paix dans le monde? Vous faites ça pour les sans-abri? C'est pour le droit des femmes que vous courez? Ou pour l'environnement? Ou pour les animaux? Il ne voulait pas croire que quelqu'un puisse être assez bête pour courir autant sans raison. Pourquoi faites-vous ça? J'ai juste envie de courir. Il n'est pas impossible qu'un jour, comme lui, j'arrête du jour au lendemain parce que je n'ai plus envie. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et je me demande s'il existe beaucoup d'hommes sur cette terre qui la gèrent de façon aussi admirable que Forrest Gump.
C'était Mansplaining. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à mansplaining@slate.fr ou nous contacter via le compte Instagram Mansplaining Podcast. Mansplaining est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Slate Podcast. La direction éditoriale est assurée par Christophe Caron, la production éditoriale par Nina Pareja, et le montage, la réalisation et le mixage par Mona Delahaye. À dans 15 jours.